Au moment où j'enregistre cette vidéo, notre chaîne YouTube elle a à peu près 13 000 abonnés et elle rapporte entre 200 et 250 000 euros chaque année. Notre compte Instagram, qui a au moment de cette vidéo 14 000 abonnés, rapporte également 200 000 euros de chiffre d'affaires chaque année. Même notre compte LinkedIn, avec quelques milliers de personnes, rapporte lui aussi entre 50 et 100 000 euros chaque année. C'est pas de l'argent qui vient de AdSense, c'est pas de l'argent qui vient des sponsors, c'est du consulting, de la formation et du coaching qui est vendu aux personnes qui nous suivent. Et dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce qu'on a appris sur les 4 dernières années avec Almen Publishing sur qu'est-ce qu'on fait avec une toute petite audience, comment on la crée et surtout comment on la rentabilise. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu des influenceurs fauchés? Donc en gros, du concept de faire énormément de vues, mais au final que ça se transforme pas forcément en client derrière. Aujourd'hui, on voit un truc sur internet qui est assez stupéfiant. Le youtubeur le plus connu au monde en ce moment, c'est MrBeast. MrBeast, il fait 100-150 millions de vues, je crois, par vidéo, si c'est pas plus d'ailleurs, je sais pas exactement, mais bon, c'est le youtubeur le plus suivi au monde. Les revenus publicitaires de ses vidéos, je gagne plus que lui, et je gagnais plus que lui d'ailleurs quand j'avais 3000 personnes sur ma chaîne YouTube. Il y a des tonnes d'influenceurs que je connais très bien, qui ont 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 abonnés, 500 000 abonnés. Et je parle pas ici sur des plateformes à la con comme TikTok qui est très difficile à monétiser, hein. Je parle vraiment sur YouTube, sur Instagram, sur des choses comme ça, mais qui n'ont pas de produits. Et ces gens-là, ils arrivent très mal à vivre de leur activité. Ils ont 3 partenariats et demi avec NordVPN ou des jeux mobiles qui font 1000-2000 euros. Ou 5000 peut-être même, admettons. Ils ont un peu de YouTube Money avec AdSense, etc. Mais il faut se rendre compte que c'est des gens avec des centaines de milliers d'abonnés. Ils ont du mal à gagner 5-10 000 balles par mois. Alors que les entrepreneurs qui vendent des produits, qui savent quels produits vendre, notamment consulting, formation, des choses comme ça, ce que nous on fait, avec 1000, 2000, 3000 personnes sur une chaîne YouTube, ces gens-là, ils sont capables de très bien vivre de leur activité. Et ça nous amène à quelque chose que je répète souvent, les influenceurs monnaient l'audience auprès de marques, et c'est pas très rentable, à moins d'avoir une audience ultra nichée, tu vois, genre, t'as les 5000 meilleurs cabinets dentaires de France qui te suivent et tu parles que de leurs assurances dentaires et tu as un partenariat avec des produits comme ça. Ok, là, d'accord, je fais des trucs aussi nichés, aussi précis que ça. Tu gagnes de l'argent, mais sinon, globalement, tu vas vendre de l'exposition à des marques de yaourt et ça paye très très mal. Et c'est pour ça qu'on voit autant d'influenceurs très 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 suivis, très 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 connus qui ne gagnent pas d'argent du tout. À part le mec de TikTok qui fait ses vidéos comme ça, là, je crois Kabila, je crois un truc comme ça, je me souviens plus de son nom. Globalement, les gens, s'ils n'ont pas un partenariat avec Dior ou avec le PSG, ils gagnent pas d'argent. Les influenceurs, la plupart du temps, ne gagnent pas d'argent, ne savent pas gagner d'argent. Et on voit autant d'influenceurs fauchés parce que leur audience est très mal qualifiée, très mal ciblée, parce qu'ils cherchent à avoir des vues pendant que nous, on cherche à avoir des clients. Et pour avoir des clients, on veut une toute petite audience très 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 qualifiée. Comment on fait pour avoir une toute petite audience très qualifiée et pour sélectionner les gens à qui on parle et pas tomber dans le truc de l'influenceur qui parle à tout le monde? Pour avoir une petite audience très qualifiée, la première chose, c'est de déterminer en amont à qui est-ce qu'on a vraiment envie de parler. C'est-à-dire que je vais déterminer une cible, je vais déterminer un positionnement, je vais déterminer une niche. La cible, c'est qui ? La niche, c'est dans quoi, on va dire ça comme ça, et le positionnement, c'est comment, et ça mélange tout ça. Et je vais faire des contenus extrêmement spécifiques seulement pour ces gens-là. Par exemple, comment les plombiers qui sont 2 dans leur entreprise peuvent doubler leur chiffre d'affaires sans doubler le nombre de personnes qu'ils embauchent. Ok, si demain je fais une vidéo comme ça va pas être regardé par des curieux. Il y a 100% de chances que seulement des plombiers très précis regardent ça et personne d'autre. Et donc, je vais être suivi seulement par des plombiers pile dans la cible qui sont dans une démarche de développement de leur activité sans scaler le nombre de personnes qu'ils ont besoin de recruter. Et là, on est sur des trucs ultra précis. Mais ça pourrait être comment fabriquer un terrarium pour de l'élevage de fourmis rouges amazoniennes alors qu'on vit à Paris. Très, très, très spécifique. Faire des contenus qui parlent à une minorité seulement, et une minorité prête à acheter, à investir, parce que niveau de douleur élevé, parce que coût de non-résolution élevé, et parce que envie de faire quelque chose, et ne faire des contenus que pour ces gens-là, qui ne parleront qu'à ces gens-là, et faire en sorte que si quelqu'un d'autre les regarde, la personne n'y comprenne rien et donc ne regarde pas. C'est comme ça qu'on se construit sur la durée une petite audience d'acheteurs. C'est s'éloigner au maximum des contenus dits tofu, top of the funnel. Donc on va pas parler de son chien, on va pas parler de la rencontre avec son grand amour, on va pas parler de l'entrepreneuriat en France qui est difficile, on va parler vraiment seulement de sujets de niche qui correspondent à la portion
la plus importante de notre clientèle cible et qui a le plus gros problème. Et si on parle qu'à ces gens-là, qu'on fait des contenus que pour ces gens-là, on va avoir une micro-audience, hein, ça c'est sûr, on va pas être découvert, on va pas être connu, etc. Mais on va parler qu'à des gens prêts à acheter des produits chers parce qu'ils veulent résoudre un problème douloureux. C'est quoi les exemples de gens qui ont une petite audience très rentable, très intéressante pour leur entreprise que toi tu as vu parmi les gens que vous avez accompagnés, pour donner des exemples aussi concrets aux gens qui regardent? Pour donner des exemples concrets, j'ai une personne que je connaissais bien, alors on l'a pas accompagné, mais c'est quelqu'un que je connaissais très bien, qui avait une chaîne YouTube qui parlait de finances personnelles, 500 abonnés, premier contrat à 10 000 signés. J'ai vu des toutes petites chaînes sur la santé, la perte de poids, faire des scores extrêmes. J'ai vu des choses sur la musique, j'ai vu des choses sur la santé naturelle, beaucoup. Sur tout ce qui est amour et relations, il faut être extrêmement niché. Si tu fais du généraliste, ça peut plus marcher, mais ça marche encore sinon. Et globalement, en fait, juste nous, je sais pas si tu te souviens, avant que tu arrives, j'avais 3000 abonnés, je crois, un truc comme ça, 3000, 3005, peut-être quelque chose comme ça. Et la chaîne YouTube faisait plus de 100 000 euros de ventes par an. On faisait la même chose avec Instagram, aujourd'hui on a beaucoup plus de monde parce qu'on a changé de stratégie, mais au début, on avait 5-6 000 personnes sur Instagram, pareil, on faisait 150 000 par an avec juste Instagram. LinkedIn, j'avais moins de 10 000 personnes, ça faisait entre 50 et 80 000. Des chiffres qui sont aberrants pour la plupart des gens, en fait, mais on parlait à une toute petite portion du marché, à savoir les coachs entre 0 et 10 000 par mois qui voulaient développer leur activité et qui étaient prêts à investir sur eux. Et donc, il suffit d'avoir quelques milliers de personnes pour avoir une centaine de clients par an et tout de suite faire des chiffres stratosphériques. Parce qu'en fait, nous, on travaille sur des offres dites high ticket, des offres chères, parce qu'on fait du consulting, de la formation, du coaching, on aide des gens à progresser dans des domaines. Donc on a des offres entre 1000 et 10 000 euros, globalement, à la grosse louche. Et donc on n'a pas besoin de beaucoup de clients, on a besoin de très peu de clients. Si tu veux bien vivre de ton activité avec des offres comme ça, il te faut quoi ? 1, 2, 3, 5 clients par mois. Et pour ça, imaginons que tu convertisses à 1%, il faut seulement quelques centaines de personnes qui te regardent tous les mois. Et ça marche donc pour la niche des relations, pour la niche de la santé, de la perte de poids, la niche des hobbies et des divertissements, hein, la musique, la couture, le tricot, le coloriage. J'ai vu des trucs qu'on peut pas s'imaginer. Aux États-Unis, j'ai vu un mec qui organisait des courses avec des voitures faites en boîte de savon, là. Et les grosses caisses de savon à l'ancienne. Et il expliquait comment faire des voitures de ça et faire des courses de ça. Et c'était un business, je crois, à 100 000 $ par an. Vraiment, peu importe ce que vous savez, peu importe ce que vous aimez, peu importe votre ancien métier, peu importe votre atypicité, il y a quelqu'un quelque part qui est prêt à vous donner entre 1000 et 5000 euros pour apprendre ce truc avec vous. Et vraiment, si on veut pousser dans l'extrême, on prend des trucs type Le Dîner de Con, qui est un vieux film français, hein, dont on parle encore aujourd'hui. Je suis sûr que n'importe qui avec une passion chelou, qui aurait mérité d'être dans Le Dîner de Con, aujourd'hui peut faire 1000 ou 2000 balles par mois en transmettant ce savoir à quelqu'un sur Internet avec une micro-audience de gens aussi toc-toc que lui. Et rendez-vous compte, moi à la base, je vends du coaching et de la formation pour des coachs et des thérapeutes qui me ressemblent un peu, qui n'aiment pas trop prendre le téléphone, qui préfèrent vendre par écrit, qui veulent un petit truc, qui veulent pas démarcher, qui veulent attirer... Enfin, on est une poignée. Et aujourd'hui, comme un publishing, c'est 2,5 millions de chiffre d'affaires par an. Mais au tout début, c'était quelques milliers d'euros par mois avec une poignée de gens aussi toc-toc que moi qui se reconnaissaient dans ce que je suis. Et le sujet de la toute petite audience d'acheteurs très qualifiés qui permettent de vivre de son activité, c'est ça. C'est un peu caricatural. Donc c'est-à-dire que quand je le dis là, c'est pas péjoratif du tout. C'est trouver une petite poignée de gens aussi toc-toc que vous qui veulent ce que vous voulez et qui veulent l'apprendre avec vous. Et si on arrive à faire ça, c'est jackpot. Comment toi t'as trouvé ta tonalité pour créer du contenu ? Aujourd'hui t'es sans filtre, tu parles, t'es comme dans la vraie vie dans tes contenus. Est-ce que ça a toujours été le cas et comment t'es arrivé jusqu'à... Voilà. Non, pendant longtemps, j'étais une caricature. Pendant longtemps, j'allumais ma caméra et je prenais une prosodie, une façon d'articuler de grands youtubeurs. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais c'est pas moi, ça sonne faux. Le problème, c'est que l'être humain, il est pas fait pour parler à une caméra comme ça. Et donc, il faut trouver des astuces pour qu'il reparle normalement et qui parle pas à sa caméra. Parce qu'en parlant à sa caméra, on parle bizarrement, c'est normal. Et donc en fait, nous, ce qu'on fait systématiquement dans les tournages, soit c'est toi, Baptiste, qui est derrière la caméra et qui est en train de me parler, on a positionné la caméra, en fait, je te parle à toi. Soit là, en fait, les gens qui nous regardent ne le savent pas, mais il y a l'ordi qui est derrière la caméra avec Baptiste qui est en train de me regarder, et j'ai une caméra posée sur pied sur mon bureau, ce qui nous permet de faire un truc comme ça. Globalement, ça, c'est le hack en vidéo. Maintenant, en audio, en podcast, on est dans une bulle, on est soi, c'est facile. À l'écrit, moi, le truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire, est-ce que ce que je suis en train d'écrire là, est-ce que je l'enverrai à un copain ? Ou est-ce que c'est une page de vente de copywriting ? Si ça sonne comme une page de vente, si ce truc-là, je l'enverrai pas à un copain, ça veut dire que je dois pas l'envoyer à mon audience non plus. Pour pas sonner faux, pour pas sonner bizarre, le truc, c'est de parler comme on parlerait à un pote, c'est de parler comme on parlerait à sa mère, c'est de parler comme on parlerait à un vrai humain. Si on trouve des hacks de mise en scène
de son enregistrement pour parler comme on parle à un humain. On a un contenu qui a une unicité, qui a une singularité, tout simplement parce que vous êtes unique en tant qu'individu, donc votre façon de parler, vos types de langage, vos habitudes sont uniques, et si vous arrivez à les faire transparaître à l'écran ou à l'écrit, en fait vous aurez un contenu qui va se différencier de tous les autres. Souvent, je pense qu'il y a aussi le frein de se dire ce que j'ai dit, on l'a déjà dit, ça a déjà été dit. À quoi bon refaire un contenu? Toi, tu dis quoi généralement à vos clients qui pensent ça? Tout a déjà été dit dans quasiment tous les domaines sur les 2000 dernières années. Et donc, si on ne veut que dire des choses qui n'ont jamais été dites, on ne dit plus rien. Parce que vraiment, tout sur le business, tout sur les relations, tout sur la santé, tout sur tout a déjà été dit, en fait, les 2, 3, 5000 dernières années. Mais ça n'a pas été dit par moi, ça n'a pas été dit dans le contexte actuel, ça n'a pas été dit avec les outils et les découvertes du moment, ça n'a pas été dit avec mes mots, ça n'a pas été dit à des gens qui me ressemblent. Et donc, le fait que ça ait déjà été dit, on s'en fout. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un stage sur un site qui traitait des relations. Et un jour où je fais un article, il y a quelqu'un d'un site concurrent qui vient me dire que c'est du plagiat. L'article, c'était les 5 indispensables du vestiaire masculin. Autant vous dire qu'on est à peu près tous d'accord sur quels sont les 5 indispensables. Il n'y a pas de plagiat. C'est juste que, bon, si je dis que le mur il est blanc, si toi t'arrives et que tu dis que le mur il est blanc aussi, tu m'as pas plagié. T'as pointé l'évidence. Cette personne, je me souviens très bien, m'avait dit... Oui, enfin bon, il est bien gentil, si je dis qu'il faut pas pisser contre le vent sinon t'en as plein les chaussures, c'est pas du plagiat, c'est du bon sens. Et si vous dites quelque chose de juste, probablement que c'est du bon sens, même si ça a besoin d'être entendu. Probablement qu'il y a d'autres gens comme vous qui l'ont déjà dit avant. Ça veut pas dire que vous copiez ce qui a déjà été dit, ça veut juste dire que vous faites preuve de bon sens. Et c'est une bonne chose en fait. Je pense que au contraire, si on dit quelque chose qui n'a jamais été dit avant, ça peut être un peu inquiétant. Parce qu'il y a quand même, au niveau des probabilités, il y a assez peu de chances que vous soyez un génie qui vient d'avoir une fulgurance et que personne n'a jamais pensé à ce truc-là avant. Si personne ne l'a dit sur les 2000 dernières années, il y a quand même de grandes chances que ce soit juste une grosse connerie. Une fois que tu trouves ton unicité, tu commences à fédérer une petite audience, etc. Là, on a parlé un peu du chiffre d'affaires, mais au-delà des ventes que ça vous a permis de faire, le fait d'avoir une image en ligne, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait de devenir un personnage public, entre guillemets, même si on est dans une niche, mais ça a été quoi un petit peu les choses que ça a apporté à ton entreprise et puis même ta vie en général? Le fait d'être un personnage public, moi, foncièrement, j'aime pas ça. J'aime pas particulièrement être reconnu dans la rue, j'aime pas qu'on sache qui je suis, j'aime pas qu'on ait des attentes envers moi, j'aime pas les relations parasociales qui font que les gens ont l'impression de me connaître alors que moi je les ai jamais vus, je sais pas qui ils sont. Tout ça, c'est une partie du job moi, qui m'angoisse beaucoup. Par contre, le fait d'avoir une audience, le fait d'être reconnu dans ma niche, dans mon expertise, même si on parle de quelques milliers de personnes, hein, on parle pas je suis pas MrBeast, hein, je suis pas Squeezie, je suis pas Logan Paul. Ça fait que j'ai accès à des experts, j'ai accès à des endroits avec des gens ultra inspirants, je suis invité à des événements dont j'aurais seulement rêvé il y a quelques années, je peux travailler avec les meilleurs, et ça me nourrit, moi, dans mon chemin entrepreneurial. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est qu'est-ce que ça te permet d'obtenir, à qui est-ce que tu as accès et à quel lieu est-ce que tu as accès. Et je pense que c'est ça la clé. Aujourd'hui, quand j'arrive dans un mastermind, si je veux parler avec quelqu'un, je peux. Aujourd'hui, si je veux faire appel à un des meilleurs experts sur un sujet, peu importe lequel, je peux. Aujourd'hui, je peux attirer des talents extraordinaires pour venir travailler avec moi et mon entreprise parce que ils me connaissent, ils m'ont déjà vu, ils sont inspirés par la mission d'entreprise, ils se disent ça va être un challenge cool et j'ai hâte de travailler avec lui pour voir ce que ça fait. Globalement, ça me permet de m'entourer de gens extraordinaires, d'avoir accès à des opportunités extraordinaires et de pouvoir jouer à mon jeu du business sur Internet à beaucoup plus gros niveau et avec des gens beaucoup plus drôles. Je pense que c'est ça le cœur du sujet surtout. À qui tu ne recommandes surtout pas de créer du contenu? Il y a personne à qui je recommande pas de créer du contenu parce que la seule autre option, c'est que votre image soit entre les mains de quelqu'un d'autre qui la maîtrise, soit sinon il faudra faire de la prospection, l'enfer, surtout dans les professions du care, ça colle pas. Un médecin fait pas de la prospection, un médecin toque pas la porte des gens pour savoir s'ils ont le cancer, ce serait horrible. Quelqu'un qui est dans le care, dans l'accompagnement, on fait pas de prospection. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste de payer des gens pour qu'ils fassent du contenu pour vous, pour qu'ils fassent de la prospection pour vous, pour qu'ils fassent de la pub pour vous, etc. Et ça veut dire que vous avez remis votre image entre les mains de quelqu'un d'autre. Sauf qu'en fait, votre image, il y a juste vous qui en avez quelque chose à foutre. Et le quelqu'un d'autre, il va se permettre des largeurs que vous auriez pas fait, il va utiliser des mots que vous auriez pas utilisés. Quand on voit à quel point c'est compliqué de déléguer sa stratégie de contenu quand on arrive à un certain niveau, et combien d'experts il faut tester avant de trouver le bon pour soi, et combien d'ajustements il y a avant de trouver le bon ton, etc. Ne pas faire du contenu soi-même, donc ne pas savoir ce qui marche, ne pas savoir ce qu'on veut, ne pas savoir comment on le veut, et vouloir directement le donner à quelqu'un, c'est complètement illusoire. Je répéterai jamais assez, d'abord vous apprenez, ensuite vous faites, ensuite vous scalez, vous enlevez tout ce qui marche pas, et là, quand on est sûr du process, on peut le filer à faire à quelqu'un d'autre. Mais avant ça, il faut mettre les mains dedans. Déjà parce que comme ça, on n'est pas dépendant dans son entreprise. Être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose,
c'est toujours pas bon du tout pour la suite. Mais surtout, on peut parler d'égal à égal avec la personne à qui on demande de faire du contenu, on sait ce qui marche, on sait ce qui nous plaît, c'est juste une histoire de rester souverain dans son entreprise, rester souverain sur son image, déléguer oui, mais déléguer la responsabilité, non, jamais. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, si vous vous demandez comment est-ce qu'on crée les offres, comment est-ce qu'on les vend maintenant qu'on a une petite audience d'acheteurs, j'ai créé un atelier de 45 minutes, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description, vous laissez votre email, la vidéo est immédiatement accessible et vous saurez tout à ce moment-là. A plus.